Voilà, merci encore une fois et des retours sur ces plateaux, justement, dans le cadre de cette tranche des messieurs matinales, fidèles téléspectateurs. Je l'ai annoncé, hein, nous allons justement recevoir notre invité, monsieur Astria Louawa. C'est avec lui que nous allons justement aborder la question sur le dialogue national et inclusif en République démocratique du Congo et tous les contours, comme vous le savez, depuis l'annonce de la tenue de ce dialogue, les commentaires vont dans tous les sens. Il y a du côté de la majorité, il y a du côté de l'opposition avec la C64 qui, après que la Cour constitutionnelle ait confirmé ou adopté cette loi portant organisation et modalité du référendum en République démocratique du Congo. Ces derniers se sont rapidement réunis pour réaffirmer leur délai ultimatum accordé au président de la République d'ici le 15 août. Si le dialogue n'est pas convoqué, ils reprendront avec les activités de terrain. Que va résoudre le dialogue? Quel type de problème que va résoudre le dialogue en RDC? Pourquoi doit-on dialoguer? Est-ce la jeunesse, la participation de la jeunesse à ces dialogues est-elle importante? C'est toutes ces questions qui nous laissent perplexes. Alors, je l'ai dit, M. Astria Louawa, il est président du mouvement Tchangouville, mais également coordonnateur du mouvement de réveil national. Donc, il est avec moi sur ce plateau. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Ogi Kapena. Très ravi d'être sur Fast TV. Je profite de l'occasion pour saluer des nombreux téléspectateurs de Fast TV qui nous suivent de partout dans la République. Et j'en profite également pour saluer mes miens de la Tchangouville ainsi que les éveillés de la République, les éveillés, les illuminés de la République dans le mouvement Réveil national. Je veux qu'on commence là. Pourquoi Tchangouville? Tchangouville, c'est une structure d'appartenance socio-culturelle de la district de Tchangou, comme une district, allais-je dire, qui est dans la ville de Kinshasa, dans la partie est. Et ces mouvements d'appartenance, des fiertés d'appartenance socio-culturelle nous identifient à la Tchangouville, une Tchangou développée, une Tchangou moderne, une Tchangou civique. D'où la raison de l'existence de Tchangouville. Et le mouvement Éveil Le mouvement Réveil national a cependant un caractère national parce que nous avons compris que les Congolais ont besoin de se réveiller, de réveiller la conscience. La conscience face aux enjeux qui sont actuellement vécus dans notre pays. Nous devons réveiller cette conscience afin de participer au développement de notre pays, au développement de la RDC. Très bien. Alors, je suis encore heureux de vous recevoir sur ces plateaux. Alors, ma toute première question d'entrée de jeu, le dialogue a été annoncé, mais bien qu'il y a des choses qu'il va falloir en tenir compte parce que le chef de l'État n'a pas encore pris une ordonnance pour justement la convocation de ces dialogues. Pourquoi doit-on dialoguer? Ça, c'est ma première question. Et la seconde, c'est celle de savoir quel problème ou quelle situation le dialogue va résoudre en République démocratique du Congo. D'accord, merci pour cette question qui est si cruciale dans la vie actuelle politique de notre pays. Pourquoi doit-on dialoguer? Je commence par cette sagesse africaine qui dit que lorsque le frère se parle, les armes se taisent. Mais quand les intérêts particuliers prennent le dessus, la paix s'éloigne. Et donc, le dialogue a son importance dans la situation politique de l'ère où cette situation, ces réalités sont caractérisées par de crises, de défis auxquels la République démocratique du Congo fait face, notamment la sécurité, le défi sécuritaire. Vous êtes conscient, informé que moi, qu'à l'est du pays,
une partie de l'Est du pays est prise par le rebelle de l'AFDC M23. La crise sécuritaire, parce que l'insécurité sévit dans les agglomérations de villes de la République démocratique du Congo. Il y a des défis politiques, des crises politiques, des tensions politiques, notamment à cause de la question de la révision constitutionnelle. Il y a également des crises économiques et sociales. Économiques, pourquoi? Parce qu'en réalité, la République démocratique du Congo, dans sa grande partie, plus de 90% de son économie est extravertie jusqu'à ces jours, et les crises sociales, allais-je dire, la situation de peuple de la République démocratique du Congo est une situation extrêmement difficile. D'où, face à toutes ces questions, il y a nécessité de dialoguer. Il y a nécessité de s'asseoir entre frères, comme je l'ai dit tantôt, pour se parler et dire les vérités profondes des crises et résoudre ces vérités-là pour espérer à une paix durable dans notre pays. Parce que nous ne pouvons pas continuer dans toutes ces crises. Je l'ai dit tantôt, lorsque le frère se parle, les armes se taisent. Les latinistes disent que dans arma togai, cela veut dire que les armes cèdent à la toge. Eh bien, pour le contexte de la RDC actuelle, nous disons que les conflits, que les armes, que les querelles, que les tensions politiques cèdent au dialogue. Voilà, très bien. Alors, dans le cas de la République démocratique du Congo, nous sommes un peuple bantou, certes, la culture est celle du dialogue, mais est-ce que dans les cas échéants, pensez-vous que le dialogue pourra résoudre la crise sécuritaire, par exemple, qui sévisse dans la partie est de la RDC, d'autant plus que nous sommes agressés par une armée étrangère avec des Congolais manipulés ou inféodés? Est-ce que pensez-vous qu'aujourd'hui, se mettre autour d'une table pourra résoudre directement ces problèmes? Merci, cher Augustin Capella, pour cette question. Je ne vois pas une autre voie pour mettre fin à ces crises. Vous l'avez dit, que cette crise confronte les Congolais entre eux. Mais je vais aller plus loin. La crise congolaise n'est pas seulement interne, mais elle est aussi externe, régionale, internationale. Mais puisque nous parlons du dialogue national, mais moi je l'appelle un dialogue, je veux que ça soit, je souhaite que ça soit un dialogue inclusif, un dialogue sincère, pour espérer que tout ce que vous venez de dire, la cessation de la guerre, les tensions, soient une bonne fois pour toutes traitées par les Congolais. Parce que personne ne nous donnera la solution à nos problèmes internes. Il n'y a que les Congolais eux-mêmes, quand ils se réunissent autour d'une table, dans un dialogue inclusif et sincère, eh bien, nous allons devoir mettre fin à la guerre, parce que je vous donne une anecdote. Lorsqu'il y a conflit dans la maison entre vos enfants, et tant que père, vous n'allez pas exclure un enfant, belliqueux soit-il, pour ne parler qu'avec ceux-là qui sont pacifiques. Vous devez les réunir autour d'une table. Même quand cet enfant-là a causé du tort à la maison, à la famille. Il reste votre enfant. Il reste votre enfant. Et vous savez, vous l'avez dit, les dialogues, c'est une valeur ancestrale. Vous savez, nous sommes des Africains et j'insiste et je persiste sur l'inclusivité. Admettons que ces dialogues ne soient pas inclusifs. Pensez-vous que la crise sécuritaire de l'Est va se terminer? Non. Pensez-vous que ces dialogues ne soient pensez-vous un instant que ces dialogues ne soient pas inclusifs? Vous pensez que
des tensions politiques telles qu'il y a actuellement vont s'épuiser? Non. Justement, cette inclusivité-là, qui doit participer à cette table des négociations et des pourparlers? D'autant plus que le chef de l'État et le gouvernement ont dressé une ligne rouge à ne pas franchir pour dire que les Congolais qui ont touché les armes, qui ont tué leurs frères, eux ne doivent pas justement venir à la table des discussions. Je ne veux pas que nous puissions aller dans l'amalgame. Il faut que nous puissions comprendre les contextes du dialogue, la nécessité, la réalité de ces dialogues. Le dialogue ne se substitue pas à la justice du pays. Vous savez, ce dialogue doit se faire dans le respect des institutions démocratiquement établies. Là, je suis d'accord. Et ces dialogues, bien qu'ils soient inclusifs, je ne pense pas que ces dialogues peuvent se substituer à la justice. Mais dans le dialogue, dans la feuille de route de dialogue, il faudrait aussi traiter des questions liées à l'indépendance de la justice. Donc la justice fera son cours normal. La justice doit faire son cours normal, mais dans les questions, dans le fond du dialogue, il n'est pas exclu de traiter sur l'indépendance même de cette justice. Pourquoi je l'ai dit? Parce que le chef de l'État lui-même a relevé de faiblesses de notre justice, de l'appareil. Vous savez que la justice dans notre pays ou dans le tiers est souvent manipulée. Le chef de l'État a caractérisé de la justice congolaise comme étant malade. Et moi, je dirais que si la justice est malade, les politiques ou la politique est la pathologie ou le virus auquel le dialogue inclusif et sincère doit traiter de questions de l'indépendance de la justice. Et donc, l'effort pour répondre à votre question, qui doivent participer à ces dialogues, je dirais toutes les forces vives de la nation, la représentation de toutes les classes, les forces vives de la nation. L'union sacrée, la majorité au pouvoir, c'est à représenter. Prenez l'opposition dans toutes ses formes. Même ceux qui détiennent les armes. Kabila, Nanga et les Bissimo. Cela répond au principe de l'inclusivité. Sans cela, il n'y aura pas un dialogue inclusif et sincère. Nous ne pouvons que traiter, par exemple, avec le C64 et ceux qui sont ici, mais alors que la situation de l'Est persistera, les crises insécuritaires persisteront, il faudrait que toutes ces personnes viennent autour d'une table, comme nous l'avions dit, pour parler des causes de ces crises et le traiter, trouver une solution une bonne fois pour tous. Il y a aussi des conditions qui sont posées, par exemple, quand le chef de l'État, parce que c'est lui qui a la manœuvre de la convocation de ces dialogues, quand il dit les dialogues entre Congolais se tiendra en République démocratique du Congo, voyez-vous Kabila, Nanga venir participer à un dialogue ici en RDC? Le préalable, d'abord, je dirais que le chef de l'État, monsieur le président Félix Antoine Tshisekedi, président de la République, est le garant de la nation et du bon fonctionnement des institutions. Et cependant, puisqu'il compte ouvrir la voie à ces dialogues, les pouvoirs en place doivent garantir les mesures sécuritaires, non pas seulement pour ceux-là qui sont dans la rébellion, Kabila et les consorts, parce que vous voulez que nous puissions parler. Mais il faudrait que ceux-là qui ont le manette du pouvoir, ceux-là qui disposent des moyens sécuritaires, doivent garantir la sécurité, non pas seulement de ceux qui viendront de l'extérieur ou de l'Est, mais aussi de ceux qui seront ici. Et donc, j'en appelle à la bonne conscience, j'en appelle à la sincérité dans ces dialogues. Sans la sincérité dans ces assises de dialogue, eh bien, nous n'allons aboutir à aucun résultat qui baissera la tension, qui résoudra la crise
dans ces pays. Ah, très bien. Alors, nous allons poursuivre avec M. Astria Louawa, plutôt en termes de ces dialogues. De l'autre côté, le chef de l'État qui annonce la tenue de ces dialogues auprès de représentants des confessions religieuses. Mais de l'autre côté, il ne semble pas arrêter. Vous l'avez évoqué ici d'entrée des jeux, toutes les questions qui feront partie peut-être des discussions autour, parmi lesquelles il y a les réformes constitutionnelles dont le chef de l'État avait déjà émis un avis justement de faire ces réformes. Et du coup, il y avait une proposition de loi qui fait son cours normal. Après cette proposition qui a été adoptée à l'Assemblée nationale, deuxième lecture au Sénat, et la Cour constitutionnelle a finalement jugé la conformité avec la Constitution. Il ne reste que cette loi soit promulguée ainsi qu'au journal officiel. C'est ce qui a créé, du moins, la colère de la C64. Ce n'est pas une manière d'attiser encore le feu, d'autant plus que les esprits semblaient être apaisés après l'annonce du tenue du dialogue? Merci, très cher Augustin. Mais je l'ai dit tantôt ici que le chef de l'État est le garant du bon fonctionnement des institutions. Et donc, il doit être plus ouvert aux préoccupations des opposants, de la société civile face à ces dialogues. Vous savez, la crise ou les différentes crises que nous avons dans ces pays est à la base de la frustration de plusieurs. Quand nous voulons créer une ambiance, un climat de pourparlers, nous devons de fois faire preuve d'une certaine largesse dans l'exécution de certaines choses. Vous savez, la politique, elle est ce qu'elle est, mais la Cour constitutionnelle ne devait pas, en tout cas à mon sens, prendre l'arrêt de la loi référendaire compte tenu du contexte sociopolitique dont je fais allusion tout à l'heure. La Cour, les juges ont aussi la responsabilité de veiller à la cohésion nationale. Vous savez, les temps forts que nous sommes en train de traverser dans notre pays nécessitent la partition de tous. Le président a sa part, l'opposition, la C64, a fait sursoir ses activités de protestation, mais il aurait fallu que le pouvoir, avec la justice, la Cour constitutionnelle, fasse preuve aussi d'une certaine sens élevé de la cohésion nationale pour ne pas frustrer, comme vous l'avez dit, les opposants et ceux-là qui n'aspirent pas à une révision de la Constitution. Et que devient ce principe de séparation du pouvoir si tel est le cas? La séparation du pouvoir. La justice n'a fait que son travail. Je l'ai dit. Est-ce que les pesanteurs politiques peuvent influer sur la justice? Je l'ai dit tantôt ici que la justice est malade. Ce ne sont pas mes propos, ce sont les propos du président de la République, de Félix-Antoine Tshisekedi. Dès lors, le diagnostic a été fait. On suppose que lui qui a qualifié la justice malade, il ne s'est pas arrêté là. Il a continué à travailler pour justement remédier le problème de la justice. On suppose que depuis qu'il a annoncé jusqu'à aujourd'hui, il a quand même essayé d'améliorer cette justice. C'est à vous de me le dire ou c'est au président lui-même, lui qui a qualifié de la justice? Pas plus loin qu'hier, il y a eu des nominations, des notifications ainsi que des révocations. Ça n'a rien à voir avec ce que nous disons. Les nominations, ça relève du pouvoir du chef de l'État de relever des fonctions ou de nommer. Mais moi, je parle du fonctionnement de la justice, l'indépendance de la justice. La justice congolaise est-elle indépendante? Moi, je dirais non, parce qu'en réalité, le chef de l'État l'a caractérisé de malade. Et moi, je l'ai dit, Astria Louawa, si la justice congolaise est malade, et donc le pouvoir ou la politique
et la pathologie ou le virus qui rend la justice malade. Donc, les questions de l'indépendance de la justice doivent être également sur la table du dialogue afin de clarifier les choses. Mais également, les pesanteurs politiques ne doivent pas influer sur la justice pour nous faire croire que tout ce que la justice fera, elle reste malade. Ben justement, le pouvoir en place a démontré son incapacité non seulement de traiter la maladie de la justice, mais de résoudre le problème sécuritaire. Vous savez que quand un gouvernement qui arrive en place, quand le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, est arrivé au pouvoir, il avait des missions à accomplir, il avait des défis à relever. Et ces défis demeurent des défis sécuritaires, comme nous l'avions dit. Et le pouvoir, Monsieur le Président de la République a reçu le mandat de la population, du peuple congolais, pour mettre fin, pour résoudre ces questions-là. Et donc, si le Président de la République n'a pas pu résoudre les défis sécuritaires, économiques, des tensions politiques, des crises politiques, ainsi que le problème de la gouvernance, parce que la justice entre dans le cadre du problème de gouvernance. Donc, nous pouvons conclure qu'en réalité, ça relève d'une incompétence notoire du régime en place, parce qu'il n'a pas pu résoudre les problèmes ou la mission auquel la population, le peuple congolais lui a confié. Et donc, nous pouvons conclure que c'est une incompétence notoire du régime en place de traiter et de résoudre le problème. Parce qu'avec les armes, avec les négociations, ils n'ont pas pu le faire. Il y a des populations à l'est du pays qui sont encore meurtrières à ce jour, qui n'attendent que les armes se taisent. C'est une situation qui a duré depuis 30 ans. Ce n'est pas 5 ans ou 2 ans ou 7 ans non plus. C'est une situation qu'il a héritée et en train de se battre justement pour arriver à démanteler cette insécurité. Vous savez, je suis éclairé d'attendre que puisque la guerre, la crise politique et sécuritaire du Congo a perduré, que cela doit encore prendre du temps pour que la paix puisse revenir, une paix durable. Moi, je suis contre cette thèse et je me dis que la paix, si nous le voulons, si nous sommes sincères envers nous-mêmes, envers les actes que nous posons, le régime en place mettra fin à cette guerre. Le régime en place mettra fin aux crises sécuritaires. Donc, qui fait face aussi à la traîtrise de Congolais qui alimentent évidemment cette guerre. Ça vous fait comment quand vous écoutez Corneille Nangaa vous dire que Kabila, c'est le patron, il a été toujours notre chef, il est ceci, il est cela. Ça vous fait comment? Et aujourd'hui, vous évoquez cet aspect, cet état des choses pour dire que cette guerre a pris beaucoup de temps, il fallait justement mettre à ça. Vous savez, moi je ne suis pas le porte-parole de Corneille Nangaa, mais je vais tout simplement analyser ses propos. J'ai suivi les quand il a fait produit avec votre concert à Goma. Lorsqu'il disait que Kabila c'est notre chef, Kabila c'est notre patron, moi d'après ma compréhension, je ne voyais pas le patron du M23. Kabila étant un président de la République honoraire, et donc il n'est pas une personnalité à négliger. Il n'est pas une personnalité à négliger dans ce sens-là. En tout cas, moi, je ne suis pas porte-parole du M23. Les propos que Corneille Nangaa a tenus n'engagent que lui-même, mais moi, je considère que M. Joseph Kabila, Corneille Nangaa, M. Félix Tshisekedi, Moïse Katumbi, Martin Fayulu et les autres, et nous de la société civile, nous sommes tous des Congolais. Et quand ça ne marche pas, nous devons nous asseoir autour d'une table pour traiter les causes profondes de nos crises. La question qui lui a été posée, s'il était prêt de sauter de la chaise et que Kabila puisse se mettre. C'était ça la question qui lui a été posée. On connaît la réponse. Mais il avait répondu. Il a répondu. Il a répondu. Il a été toujours prêt.
D'ailleurs, il a été toujours notre chef. Mais non, le problème est que il a été toujours Kabila prêt et que Kabila a été toujours notre chef. Est-ce que Kabila accepterait Est-ce de prendre ce n'était la pas tête une de manière de M23? dire que je suis sanctionné, je suis asphyxié et maintenant il faut que je sorte le vrai chef de ces mouvements? Non, pas du tout, pas du tout. Moi, je ne vais pas lui prendre en langue, comme on dit, mais le contexte de la question qui lui avait été posée était si Kabila était du M23 ou dans M23 ou pas, si j'ai bonne mémoire. Et là, M. Félix Corneille Nangaa avait répondu, si Kabila était dans M23, on serait déjà à Kinshasa, où on tiendrait cette émission peut-être dans une autre ville de la République. Ce qui veut dire que peut-être qu'ils auraient déjà renversé le pouvoir. Et donc, cette réponse est dans la supposition, elle n'est pas dans l'affirmation. Et que dire de tous les rapports des Nations Unies sur Kabila concernant son soutien contre l'AFCM 23? En tout cas, moi, personnellement, je suis là, je ne défends pas Kabila. J'ai combattu la tentative du 3e mandat de Kabila avec le comité laïque de coordination parce que nous ne voulions pas qu'à l'époque qu'il fasse le 3e mandat. La gestion de Kabila a été critiquée de toutes les sortes. Et moi, aujourd'hui, sur ces plateaux, je ne suis pas là pour défendre Kabila. Mais j'ai dit, parce que nous parlons du dialogue, j'ai dit que pour mettre fin à ces conflits, à ces tensions, tous les fils et filles du Congo doivent se réunir autour de ces cadres qu'a offert le président, que veut offrir le président de la République pour parler de nos différends. Et donc, que la communauté internationale sanctionne ou qu'elle fasse des pressions sur le Rwanda, ça relève de la diplomatie du pouvoir en place, de charger les auteurs présumés, parce que jusque-là, Kabila, moi je dirais, est un auteur présumé de ce qui se passe à l'Est. Mais si nous voulons mettre fin à ces conflits, il ne faudrait pas que nous puissions s'attendre au règlement de compte international, mais que nous puissions nous asseoir parce qu'avec la force ou par les armes, nous n'avons pas pu mettre fin à la guerre, donc il faudrait s'asseoir entre Congolais. Bien. Alors, nous sommes en train de chuter petit à petit vers la fin de cette émission. Un ultimatum accordé au président de la République jusqu'au 15 août prochain par la C64. Au cas où le chef de l'État ne prend pas une ordonnance convoquant ainsi les dialogues, ils reprennent avec les activités de la rue. Est-ce que ça relève de leur compétence d'accorder ou de donner un ultimatum au président de la République? Je veux rappeler ici que vous l'avez dit plus de 4 ou 5 fois sur ces plateaux qu'il est le garant du bon fonctionnement des institutions. Est-ce que ça relève de leur compétence de donner un ultimatum? Écoutez, vous savez, je l'ai dit tantôt ici, pour que ces dialogues réussissent, il faudrait que toutes les parties fassent preuve de bonne foi et de sincérité. C'est au chef de l'État, qui est le garant de la nation, c'est à lui de garantir en tout cas les avancées par rapport à l'atmosphère ou au climat auquel nous désirons, nous souhaitons pour la tenue de ces dialogues, notamment la libération des prisonniers politiques dont notamment des jeunes gens qui sont camisélés et les autres, et mon jeune frère de la Tchangou qui a été aussi arrêté, qui est à Ndolo, la description Nathanaël, la description de la scène politique. Donc c'est au chef de l'État. C'est au chef de l'État de démontrer cette volonté.
ne les prenons pas dans le sens de l'ultimatum. Est-ce que l'opposition, la C64, peut donner l'ultimatum au président de la République dans un contexte de dialogue qui se veut sincère, inclusif et apaisé? Il faudrait que nous puissions faire preuve de bonne foi. L'opposition, la C64, en a fait lorsqu'elle a été approchée par le prince de l'Église catholique. Elle a fait surseoir ses activités. Et donc, le pouvoir, le régime de M. Félix Antoine Tshisekedi devrait aussi poser des actes, non pas dans le sens de faire avancer la machine de la modification ou du changement de la Constitution, mais en posant des actes qui prouveront, qui garantisseront, quand opposés, de venir s'asseoir sur la table du dialogue. Alors, peut-être l'avant-dernière question avant de chuter. Le président Tshisekedi qui est encore en plein mandat, voyez-vous convoquer les dialogues, est-ce que ce n'est pas en violation avec la Constitution? Mais également, quel type de dialogue pourrions-nous avoir s'il serait convoqué maintenant pour qu'à la fin, qu'il y ait partage de gâteaux, qu'on ait des gouvernements de large union nationale et tout ce qui va avec? Et combien de gouvernements avions-nous eu issus de tels dialogues qui ont résolu des problèmes définitivement? Pour que nous soyons clairs là-dessus, le dialogue ne vient pas se substituer aux institutions de la République et au déroulement ou au fonctionnement des institutions. Là, nous cherchons à traiter les crises. Ça ne perturbera nullement le fonctionnement ou la fonctionnalité de l'État. Si le chef de la République, au sein du dialogue, reconnaît qu'il lui reste des ans dans son mandat, eh bien, il va s'appesantir sur les résolutions qui seront issues dans les dialogues pour que nous puissions avoir un atterrissage en douceur. L'organisation des élections en 2028 et qu'on sort, il nous reste encore 2 années. Et donc, l'alternance, par crainte de perdre le pouvoir, je dirais au régime en place ou au président de la République de ne pas tomber à l'erreur qu'avait fait Joseph Kabila. C'est lui de perdre le pouvoir pour un autre camp politique. L'alternance ne veut pas seulement dire que la basculation du pouvoir vers un autre camp, mais vous pouvez aussi garder le pouvoir dans votre propre famille, mais en organisant les élections, en respectant le délai constitutionnel du mandat. Et donc, le dialogue ne viendra nullement perturber le processus politique de notre... parce qu'il ne va pas se substituer aux institutions. Parlons du partage du gâteau. Non, mais il ne faut pas croire que tout dialogue doit aboutir au partage du gâteau. Déjà, les parties prenantes viennent avec leur cahier des charges. Cahier des charges par rapport au poste. Vous verrez le LGD venir avec le problème de Matata Ponyo qui est condamné par la justice et tout ce qui va avec. Vous verrez les autres venir. Chacun viendra avec son cahier des charges. Et à la fin, il y aura toujours des concessions à faire, justement. Justement, nous ne pouvons pas... Les cahiers des charges dont vous faites allusion, c'est par rapport aux préalables qui nous conduiront au dialogue. Ce ne sont pas des recommandations ou de résolutions qui sont à l'issue du dialogue. Et donc, nous devons attendre d'abord que ces cahiers des charges de part et d'autre soient consensuels de telle manière à avoir un climat, une atmosphère paisible qui va nous amener dans ces dialogues. Et quant au partage du gâteau, comme vous l'avez fait allusion, moi personnellement, je l'ai dit, nous ne devons pas venir au dialogue, ni la société civile, ni l'opposition, pour prendre part à la fête de M. Félix Tshisekedi, mais il faudrait que nous puissions amener des réformes auxquelles nous tous, nous allons observer et rendre compte à la population, avoir la redevabilité de rendre compte à la population de l'encheminement de ces recommandations pour aboutir à... et pour garder l'ordre constitutionnel et aboutir à un climat de paix durable. Très bien.
Merci beaucoup, Monsieur Astria Louawa. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Vous regardez la caméra en tant que jeune, mais également ambitieux. J'ai dit, vous êtes président du mouvement Tchangouville, mais également coordonnateur du mouvement Réveil National. Vous regardez la caméra, un petit message à la classe politique congolaise ainsi qu'à toute la jeunesse qui vous suit en ces moments. Je l'ai dit lors de mon discours à la nation. Ceux-là qui n'ont pas eu l'occasion de le lire, allez sur mes pages YouTube, Astria Louawa Télévision, et ma page Facebook. Vous verrez des extraits de cette annonce. J'en appelle à la conscience et à la bonne foi de toutes les parties prenant part dans ces dialogues. D'abord, au chef de l'État, d'avoir l'intérêt suprême de la nation et de faire preuve de largesse. Il est considéré comme le père de la nation et les enfants de la nation doivent se retrouver autour de lui en créant un climat favorable qui permettra à ce que tous ces Congolais-là qui sont de l'Est à l'Ouest puissent prendre part afin de traiter une bonne fois. Lorsque les Congolais sont forts, lorsque les Congolais sont unis, eh bien, rien ne pourra nous arrêter. Et même cette guerre qui est voulue par le Rwanda, en connivence avec les grandes puissances du monde, si les Congolais s'unissent et disent non à la balkanisation de la RDC, rien ne pourra arriver. Et donc, j'en appelle à la conscience, à l'opposition un sens élevé de patriotisme et de responsabilité, parce que nous n'avons qu'un seul Congo. La jeunesse congolaise doit prendre part active dans ces dialogues et doit être au cœur même des décisions qui seront prises dans ces dialogues. Je dirais mieux, la jeunesse et la femme qui représente plus de 60% de la population doit influencer toutes sortes de décisions qui seront à l'issue de ces dialogues. Et voilà mon mot de la fin. Merci beaucoup, Monsieur Astria Louawa, d'avoir répondu à notre invitation. Nous sommes pratiquement à la fin. Nous vous disons merci tout en espérant vous retrouver justement dans les tout prochains jours avec d'autres thématiques. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Alors, nous sommes pratiquement à la fin, mais bien avant de cette fin de cette enchaînement matinale. Merci à toute la grande équipe technique qui nous a accompagnés ce matin. J'ai cité Jano Ilunga, Tichik Samba, je suis Kinanvudi ainsi que John Mayala. Pourquoi pas assisté par Fabrice Loaka. Restez branchés sur nos antennes car nos programmes sont en continu. Tout de suite, vous allez suivre la grande émission Top Congo avec les débats sur nos antennes et après, nous reviendrons avec la mi-journée sur les antennes de Face Télévision. Les programmes restent en continu sur Face Télévision. Restez branchés. À tout de suite.